Madame, Monsieur, bonjour. Le Cameroun va-t-il vers une modernisation effective de son processus électoral? La question est surtout au bout de toutes les lèvres. C'est à la faveur du projet de loi déposé à l'Assemblée nationale jeudi dernier dans le cadre d'une session extraordinaire. C'est l'un des principaux sujets de cet échange de ce début d'après-midi, jour de fête de Pâques. Bienvenue sur le plateau. Je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Avec moi, Cheta Bilé, qui est journaliste à l'Office national de radio et télévision du Cameroun, CRTV. Elle est chef de service des magazines politiques au poste national de la CRTV. Dominique Mbassi, qui lui est journaliste à l'hebdomadaire Repère, rédacteur en chef dans ce journal. Eric Kennedy Foyette, qui est directeur de publication de Wise Time, mais surtout expert en biométrie appliquée à la chose électorale. Avec nous également, il est Kamga, qu'on ne présente plus, il est ancien patron de presse et surtout expert en questions électorales. Et puis nous avons sur le plateau également le professeur Pio Soto, qui est homme politique, membre du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir au Cameroun. Nous les avons invités, ces invités, pour ces sujets que présente Caroline Mélon. Bonjour. De la politique au menu, avec notamment le projet d'un code électoral unique qui est au centre de la session extraordinaire ouverte jeudi dernier à l'Assemblée nationale. Arrivé quelques heures avant la clôture de la session ordinaire de mars, ce projet très attendu a été retiré dans un premier temps avant d'être réintroduit sans changement majeur dans le cadre de la session en cours. En attendant les débats sur son éventuelle adoption, les critiques fusent de toutes parts, aussi bien du côté de l'opposition parlementaire que dans les rangs même du parti au pouvoir. Parmi les dispositions qui fâchent, on citera entre autres l'importante révision à la hausse des cautions pour participation aux élections comme la présidentielle, les législatives et les municipales. Ce projet reflète-t-il l'ambition avouée du régime de Yaoundé de moderniser le processus électoral au Cameroun? Les pressions de l'opposition et de la société civile pour obtenir des réformes de fond, comme celles liées à une élection présidentielle organisée sur 2 tours, peuvent-elles porter des fruits? Ces questions et bien d'autres sont en débat sur Canal Presse. Et on reparle de l'opération Épervier avec ces dossiers qui fondent progressivement comme de la glace pour laisser entrevoir ce que le journal Repère considère comme la manipulation. Auditeurs et liquidateurs se contredisent dans l'affaire Ex-Camer. Des dénonciateurs se rétractent et se dédisent dans l'affaire Titi Sedoua. La Cour suprême annule les décisions de certaines juridictions inférieures et réunit la collégialité dans l'affaire Olangena Wono. La liste des incongruités est longue et accentue les interrogations sur la sincérité de cette opération destinée en principe à assainir la gestion de l'État. La justice camerounaise est-elle effectivement instrumentalisée dans le cadre de cette opération? Va-t-on vers l'élargissement de ceux qui sont injustement arrêtés et jetés en prison? On en parle sur le plateau de Canal Presse ce dimanche. Tout comme on reparle de la présidentielle sénégalaise, après la brillante victoire de Macky Sall, un nouveau gouvernement est en place à Dakar. Abdoul Mbaye a la responsabilité de conduire une équipe gouvernementale rétrécie, le nouvel homme fort de Dakar ayant tenu sa promesse électorale de diminuer le nombre de portefeuilles ministériels. C'est le temps des ruptures, la page Ouad est définitivement tournée, l'hebdomadaire Jeune Afrique entrevoit un Sénégal qui parle au reste de l'Afrique et l'opinion africaine s'en rend bien compte. On n'a pas fini de tirer les leçons d'une présidentielle bien organisée avec ce vainqueur de 50 ans qui fait rêver nombre de jeunes Africains. Macky Sall sera-t-il à la hauteur des nombreuses attentes du peuple sénégalais qui, en le plébiscitant, a clairement exprimé ses désirs de rupture? Question à nos invités. Messieurs, bon débat sur Canal 2 International et sur TFM. Merci Carole. Eric Kennedy Foyette, bonjour. Bonjour. Sous la menace de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la junte militaire au Mali a accepté de céder le pouvoir aux civils. On n'est pas sorti d'auberge parce qu'il y a un nouveau problème. Il faut régler la question de la rébellion Touareg qui a proclamé cette semaine l'indépendance de l'Azawad.
Oui, c'est vrai, mais généralement en Afrique, on aime prendre des raccourcis pour résoudre des problèmes. Il faut savoir que le problème de l'ACNIL, ce n'est pas le problème spécifique. C'est pas un problème spécifique au Mali, c'est un problème de toute la sous-région méridionale d'Afrique du Nord. On peut prendre à part de l'Algérie, du Mali même, de la Libye. Et la plupart des armes, on le sait, viennent de la Libye. Il faut savoir que la plupart des combattants de l'ACNI ont soutenu Laurent Gbagbo, dont il y a des intérêts géopolitiques et géostratégiques qui rentrent en compte. Maintenant, il faudrait régler le problème de l'ACNI en gros et non le problème de l'ACNI qui touche uniquement le Mali. L'accord conclu qui permet le retour de l'ordre constitutionnel, c'est quand même un gros espoir. Déjà, il faut être sincère, hein, ce n'était pas possible que des militaires subitement... Le président de l'Assemblée nationale est de retour à Bamako et il va jouer le rôle de président par intérim. Oui, c'est déjà quelque chose qu'il faut apprécier parce que les militaires se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas du jour au lendemain prendre les armes et récupérer un pouvoir. De nos jours, avec la CEDEAO qui s'est levée comme un seul homme, avec toutes les dispositions, en leur donnant toutes les assurances, mais surtout ne permettant pas que la chose perdure ou s'enlise véritablement. Donc on peut vraiment apprécier là l'effort diplomatique de certains chefs d'État africains. Dominique Mbassi de Repère, bonjour. Bonjour David. Ça fait 28 ans que des militaires de l'armée camerounaise ont essayé par système de putsch d'éliminer le président Paul Biya. C'était le 6 avril 1984. Au moment où l'on ruminait le souvenir de ce coup d'État manqué, l'on a appris l'assassinat du fils du colonel Étienne Olon, dont on dit qu'il avait joué un rôle déterminant dans la mise en déroute des putschistes en 1984. Est-ce que c'est en lien ? Je ne voudrais pas établir un lien entre, je vais appeler ça assassinat du fils du colonel Hollon et les événements qui se sont déroulés le 6 avril 1984. Je crois savoir que le colonel Hollon a été déterminant lorsqu'il a fallu déjouer un coup d'État en 1983 au stade Omispo Amadou Ahidjo. Donc je ne vais pas forcément lier, et qui plus est, cette famille est frappée par une douleur et donc je vais respecter la mémoire de celui qui est parti pour ne pas m'étendre davantage. Mais cela dit, David, c'est un moment douloureux de notre histoire, un moment dont on ne tire pas forcément une fierté. Et c'est donc logiquement qu'on l'évoque toujours avec beaucoup de regrets. Une pointe d'amertume, d'autant plus que... vous avez l'impression que le pays a tiré toutes les leçons de ce putsch manqué? Pas du tout, j'y arrivais. On se rend bien compte que 28 années plus tard, toutes les blessures ne se sont pas cicatrisées. Bon, si d'un côté, il y a eu, le Cameroun a été reconnaissant à certains héros de ce moment-là, on voit bien qu'il y a certains qui ont été promus, qui ont reçu des promotions. Il reste que dans l'autre camp. Non seulement il y a eu stigmatisation, vous prenez le cas de certains ministres actuels qui ont été jetés en prison pendant 6 ans et puis ils ont été réhabilités, ils ont des promotions, ce qui n'est pas le cas avec d'autres acteurs clés aussi qui restent des héros oubliés. Il y a aussi que certains acteurs, indépendamment du rôle qu'ils ont joué à ce moment-là, attendent toujours que la nation reconnaissent un peu les efforts qu'ils ont fournis et pour d'autres, que justice leur soit rendue. Parce que certains n'ont pas bénéficié... Ou qu'ils soient pardonnés. Le cas de M. Guérandi Mbara, je ne parlerai pas de pardon. Qui dans les colonnes d'émergence cette semaine dit qu'il faut tourner la page. Je ne fais pas forcément allusion à M. Guérandi. Je parle de ceux-là qui étaient militaires de rang, qui ont été jetés en prison et plus tard ils ont bénéficié de la loi d'amnistie, mais sauf qu'aujourd'hui, leur carrière n'a pas tout à fait été reconstituée. Certains ont perdu leurs biens. L'État camerounais doit leur rendre ces biens-là aujourd'hui. Donc, on se rend compte qu'il y a eu, en certains, la justice des vainqueurs. Donc, je crois, 28 ans plus tard, si les blessures ne se sont pas tout à fait cicatrisées, il importe peut-être d'organiser une réflexion autour de cet événement-là pour que les plaies soient pensées. J'espère que vous avez été compris. Pius Outou, bonjour. Bonjour David Atemken. Le 28 mars dernier, Camerco a soufflé sur sa première bougie anniversaire. Certains journaux parlent de bilan mitigé un an après le démarrage. Votre regard d'économiste de formation vous permet de dire quoi? Que ça va aller?
Je sais pas pour pourquoi, notre compagnie nationale aérienne. je ne sais pas pourquoi vous voulez utiliser un langage tellement doux, puisqu'on parle de 21 milliards de pertes sèches. Pourquoi parle-t-on d'un bilan mitigé? Je crois que le slogan qui a accompagné la naissance de cette compagnie était faux. Une étoile est née, mais nous nous rendons compte que l'étoile ne brille pas autant qu'on l'aurait souhaité. C'est tout simplement une conséquence de tout ce qui nous arrive dans notre pays, à savoir que lorsqu'on décide d'entreprendre dans un domaine comme celui-là, où il faut rappeler que la déréglementation est très sévère, la concurrence est rude. Et vous voyez rien que dans la sous-région, il y avait déjà l'idée d'une mise en place d'Air CEMAC, une compagnie aérienne à vocation sous-régionale. Camerco, ça mène donc avec, je crois, 3 appareils. Comment est-ce que vous pouvez à la fois demander aux compagnies aériennes étrangères d'augmenter leur desserte, parce que Suisse ou SN, Air France, ont vu leur desserte augmenter. Pendant ce temps-là, la jeune compagnie que Camerco, qui n'a pas une logistique autant soutenue comme celle des autres, ne pouvait que connaître des troubles. Autre chose, le management même de l'entreprise au quotidien nous révèle des choses troublantes. Hein? Vous faites allusion au fait que le PCA, le président du conseil d'administration, est en même temps Premier ministre. Oui, bien sûr. Certains trouvent que ce n'est pas normal. Pourquoi? Mais c'est pas normal, puisque le chef du gouvernement, c'est lui qui coiffe toutes les structures, les structures gouvernementales. Comment est-ce qu'il peut être à la fois lui qui doit sanctionner et être partie prenante? Et puis, il faut dire qu'un PCA, un président du conseil d'administration, n'est pas un poste honorifique. Il faut s'impliquer au quotidien. Il faut s'impliquer parce qu'il faut soutenir la direction générale qui est en place. Laquelle direction générale elle-même n'est pas une lumière en tant que telle. Je pense que toutes les conditions étaient réunies pour que Camerco connaisse une telle décadence. Cheta Bilé, bonjour. Bonjour David. Cheta Bilé de la CRTV, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la 2e fois, je crois. C'est un plaisir de venir sur votre plateau, vous savez bien. À la une de l'hebdomadaire Jeune Afrique, un document exclusif sur la crise qui serait en train de plomber le fonctionnement de la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. François Soudan écrit que l'institution sous-régionale traverse une crise méconnue avec au cœur du malaise le Camerounais Antoine Ntimi. Vous avez lu ce dossier, il est accablant pour le président actuel de la commission de la CEMAC. Accablant, mais très embêtant également pour le Cameroun, parce que cette affaire vient d'éclater au moment où, on le sait bien, le débat, un courant fort d'opinion au Cameroun soutient que le Cameroun n'occupe pas toute la place qui devrait être la sienne au sein de la CEMAC. On sait tous les ennuis qu'on a avec certains de nos voisins, pour ne même pas dire l'ensemble de nos voisins. Et un courant fort de l'opinion estime que le Cameroun ne fait pas entendre assez fort sa voix et ne s'impose pas assez du point de vue diplomatique et du point de vue de la géopolitique sous-régionale. Maintenant qu'on sait quelle est la tradition, quelle est l'habitude, la manière avec laquelle notre chef d'État gère ce type de dossier, on est enclin à penser qu'il va encore être question de tempérer, alors que la population, justement, pour d'autres raisons, en dehors de ce dossier, pour d'autres raisons, aimerait bien que le Cameroun élève le ton. Seulement sur un dossier comme celui-là, est-ce que nous sommes vraiment en position d'élever le ton? Parce que peut-être l'enquête dans Jeune Afrique, ma foi, m'a semblé être une enquête à charge, parce que il y a quand même des éléments qui, pour être révélés, ne peuvent être transmis que par des fonctionnaires de très haut niveau. Et donc, c'est clairement un groupe qui veut la tête d'Antoine Ntimi, qui a fourni les informations pour ce dossier. Il n'est pas exclu qu'en fouillant, bien qu'on trouve des informations contraires à cela. Mais est-ce que nous sommes donc aujourd'hui en position de pouvoir parler fort dans ce dossier? Là est toute la question. Certains parlent de grand déballage. C'est à croire que le prochain sommet des chefs d'État de la CEMAC, le sommet de Brazzaville, sera agité, pour dire le moins. Agité, je ne suis pas sûre. Quand je vois le tempérament des chefs d'État que nous avons dans la sous-région, ils ne sont pas réputés pour hausser le ton ou se bagarrer outre mesure. Maintenant, c'est sûr que les négociations vont être très serrées. Les négociations vont être serrées parce qu'il y a l'enjeu de la rotation à la tête de la CEMAC. Maintenant, il est possible que, selon les termes des accords précédents, que ce soit par exemple la Centrafrique qui succède au Cameroun à la tête de cette institution. Mais dans un contexte comme celui-là, est-ce que ça n'apparaîtra pas comme une nouvelle déculottée, une nouvelle humiliation du Cameroun? Et est-ce que la population le prendra sur ce ton? Les négociations seront certainement très serrées du point de vue des enjeux internes
que ce soit au Cameroun ou en Centrafrique, parce que selon certaines sources, on est bien obligé de prendre en considération certains arguments qui semblent indiquer que notre représentant à la CEMAC, à la tête de la CEMAC, ne se soit pas toujours comporté avec l'élégance et la retenue nécessaires à ce type de fonction à Bangui, et qu'il est fort possible qu'il ait pu poser des actes ou avoir des attitudes qui ont blessé le chef de l'État là-bas. Donc enjeu au niveau de la politique interne au Cameroun, enjeu au niveau de la politique interne en Centrafrique, cela ne peut augurer que de négociations fort serrées et délicates. Ilay Kamga, bonjour. Bonjour citoyens qui nous regardent ici sur Canal Presse, surtout en ce jour de Pâques. Moi je suis chrétien, donc il faut y penser, voilà. On reste dans cette affaire de crise à la CEMAC. C'est une première pour cette institution. Qu'est-ce qui est une première? Le fait de désavouer un président en exercice de la commission. Non, je pense que j'ai entendu beaucoup de choses au sein d'une certaine opinion au Cameroun qui tendait à faire valoir un certain patriotisme de mauvaise aloi et un certain souci de défendre un Cameroun qui manifestement a d'autres types de soucis. Je m'inscris totalement en faux. Vous ne pouvez pas développer une mafia dans un pays et penser qu'à tout moment les mécanismes reproduits par cette mafia peuvent être exportés partout. Alors, je vais dire que ceci. Quand on arrête M. Ntimi ou qu'il soit tapé dans un avion parce qu'il a... Là, vous l'avez jugé et condamné, monsieur. Non, je n'ai jugé personne. Je suis en train d'analyser ce qui est en train d'être sur la table parce qu'on dit qu'il y a des révélations. Mais en attendant qu'il se lève pour me dire que les révélations qui ont été portées à son endroit étaient faux, je me refuse de me lancer dans un faux patriotisme parce que lorsque au Cameroun, vous avez quand même des milliers de Camerounais qui ont le profil souhaité pour être secrétaire général de l'UDR et qu'on prend quelqu'un qui par ailleurs a quelques autres types de casseroles et qui dans le plan comportemental a des soucis à se faire, il faudrait bien qu'à un moment donné, lorsque ces comportements ne sont pas exportables, qu'on frappe ce qui doit être frappé. Et il faut noter qu'au-delà de M. Ntimi, messieurs, pour qu'on demande aujourd'hui à M. Biapol de faire une affaire d'État, je vais vous dire tout simplement de vous rendre à Roissy chaque jour, de vous rendre à Roissy pour voir le nombre de Camerounais qui sont fouettés, tapés, menottés et qu'on ramène au Cameroun et personne ne réagit par rapport à ça. Il ne peut pas avoir de sentiment de patriotisme qui voudrait qu'on amène Chute à se lever lorsqu'il s'agit d'un tel et un tel, et quand il s'agit de Camerounais, la base qu'on ne se lève pas du tout. Vous croyez que c'est tout à fait normal que M. Ntimi jusqu'à aujourd'hui ne soit pas levé pour nous dire que l'histoire de il a déjeuné 1 million de francs là, c'était faux là. C'est quand même un peu de respect pour nous. Que ce soit l'argent de CEMAC ou l'argent de Cameroun, c'est l'argent des contribuables de la sous-région. Et quand il y a une révélation comme celle-là, que ce soit à charge ou à décharge, en tout état de cause, c'est une révélation. Dans un pays, dans une sous-région où les gens ont de la peine à manger avec 1000 francs, même en famille, quand on dit que quelqu'un a déjeuné à 1 million de francs au moins, ça pose quand même quelques soucis. Et si pour cela, quelque part, il a des soucis dans un aéroport, ça me pose... J'ai entendu quelqu'un dire que la Centrafrique avait cette logique de ne pas pouvoir accepter les Camerounais là-bas de temps en temps. Mon oncle personnel a fait 3 mandats à la tête de l'UDR. J'y suis allé à plusieurs reprises, j'y suis resté chez lui. Il n'y avait aucun sentiment d'animosité à l'endroit de M. Ambroise Oualem. Donc soyons un peu sérieux, il faut qu'on regarde ce dossier avec beaucoup plus de profondeur. Affaire à suivre donc, tout comme à suivre et dans l'immédiat, la revue de presse de Harley de Boandébi. Bonjour. Ils ont demandé 2 ans, le gouvernement leur a accordé 6 mois et ils ont finalement voté. Les députés ont encore un semestre en Waikele avec exigence de garanties pour le respect des délais. Une prorogation dans la douleur, dit la nouvelle expression. Le débat autour de la prorogation du mandat des élus à l'Assemblée nationale avait à peine tourné la page qu'un autre faisait surface, celui du projet de code électoral. La presse a eu de la matière cette semaine. Le bras de fer entre l'exécutif et le législatif a conduit le gouvernement à retirer ce projet de loi. Les députés RDPC s'opposaient à la manœuvre de l'exécutif, laissait entendre le messager. Le journal a donné la parole au docteur Mathias Eriko Onangini, qui juge illégal ce retrait, arguant que le gouvernement aurait dû faire recours à l'arbitrage du Conseil constitutionnel. Et sur le retrait de ce projet de loi, justement, il n'y avait donc pas que le courroux des députés du RDPC, même celle de l'opposition, dit la nouvelle expression, estime que celui-ci est un coup d'État électoral et du coup, la menace d'un marché à l'hémicycle planait. Cameroun Tribune tente de calmer le jeu, relayant une source officielle qui annonçait l'ouverture imminente d'une nouvelle session pour tabler sur le projet. Session extraordinaire, l'action avait la bonne information, c'était à la demande des députés qui voulaient plus de temps pour l'examiner. Loin d'une simple demande, Mutation pense que les élus ont plutôt imposé cette session extraordinaire. Ici, remarquez Mutation, le mandat impératif, la structuration des LECAM
et le montant des cautions aux différents scrutins au centre de la discorde. Cautions qui passent désormais de 5 à 30 millions pour la présidentielle et de 500 000 à 5 millions pour les députés, selon l'actu. Le journal d'Emmanuel Gustave Sameni qui parle de ces chiffres qui accadent Dayas Mounoune et Fayengo Francis, l'ancien directeur général du port autonome de Douala, accordait donc des indemnités princières. Au président du conseil d'administration, ex-gouverneur du littoral, admis à faire valoir ses droits à la retraite après avoir fait couler le port autonome de Douala. Pour prospective nouvelle, le revenu moyen annuel d'un simple membre du conseil d'administration ici s'élevait à 15 millions de nos francs CFA, soit 38 mois de salaire d'un cadre 10e échelon à la fonction publique. Des chiffres partagés par la Nouvelle Vision qui a publié un document exclusif de la rémunération des membres du groupe des 11. Au centre de ce gâchis, la Nouvelle Expression a observé le silence tournant du Premier ministre, pourtant interpellé plusieurs fois sur ses dérives managériales. Philmon Yang est resté de marbre comme lors de la démission du ministre Maurice Kamto le 28 novembre 2011. Démission qui, selon Émergence, avait amené Etoudi à mettre sur pied un train de mesures visant à remettre les Bamileke en confiance. Mais Maurice Kamto lui est plutôt tourné vers 2018, moment de transition au Cameroun. Fait-on pile ou face pour comprendre ce plan souterrain des 3 mousquetaires que sont André Siaka, Paul Fokam Kemoyen et le démissionnaire? Selon le journal de Roger TD, leur objectif est clair, le pouvoir à tout prix et à tous les prix en 2018. Un pouvoir qui a failli basculer le 6 avril 1984. 28 ans après, les acteurs du push évoquent cette date fatidique. Le jour fait un retour vers le passé, sur le coup de force manqué contre Paul Biya, en mettant en exergue le rôle joué par Françoise Founing qui, dit-on à ce moment, avait nourri les soldats loyalistes. Coïncidence ou simple hasard, le Popoli nous apprend que le fils du colonel Roland, l'homme qui avait protégé Paul Biya, a été tué d'une balle dans le dos à 3 jours du 6 avril. Son nom est cité par le quotidien Le Jour. Luc Roland, officier de police en service au GMI, récemment détaché en renfort à la sécurité de la BEAC. Diplomatie, Bozizé souffle le chaud et le froid. Le président centrafricain envoie son émissaire à Etoudi et rassurer Paul Biya d'un retour imminent d'Antoine Timia Bangui. Exactement le contraire au quotidien Le Messager, où l'homme fort de Bangui fait du président de la commission de la CEMAC persona non grata à RCA. Et le jour de profiter d'un article de l'hebdomadaire Jeune Afrique pour s'intéresser à cet homme qui fait la une dans la sous-région. L'homme dépenserait 821 millions de francs CFA en 2 mois, énorme selon le journal. Le kit de détresse vient du financier d'Afrique qui voit la CEMAC au bord de l'implosion, vivement au sommet des chefs de l'État à la CEMAC pour débloquer la situation. On regarde sur les chantiers de l'émergence au Cameroun, le nouveau monde croit que Paul Biya est d'ores et déjà dans l'action. Agriculture, énergie, éducation, emploi, santé, infrastructure, même si on peut constater avec repère que le projet de l'autoroute Yaoundé-Douala est la traîne. Une réunion tenue à la présidence de la République remet en cause le projet au moment où 284 milliards de francs CFA ont été mis à la disposition par Exim Bank of China. Opération épervier pour terminer. Toujours à repère, la justice fait face au piège des manipulateurs. Le déroulement des procès ouverts dans le cadre de la campagne d'assainissement de la morale traduit une tentative d'instrumentalisation du pouvoir judiciaire. Exemple de cas, dans l'affaire Camer, l'auditeur contredit le liquidateur. Émile Bokolo, qui a validé hier les actes de gestion de I. Michel Fosso, est celui qui les dénonce aujourd'hui. Affaire Olanawono, l'accusation était cousue du fil blanc. Les charges se fondent aujourd'hui comme du beurre au soleil. Sur la première affaire Titus Sedjoua, une simple dénonciation a suffi. Deuxième affaire de Titus Sedjoua, l'accusation ignore nos non-lieux. A dit dans ce volumineux dossier, l'interview de maître Charles Tchungang, il est clair, on a voulu instrumentaliser la justice pour couvrir les fautes politiques et juridiques. À dimanche. À dimanche, M. Andébé, chaud de discussion en perspective à l'hémicycle de Ngouakele. Le projet de loi portant code électoral unique est à l'Assemblée nationale depuis jeudi dernier. Au premier abord, les députés, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité critique, formulent beaucoup de critiques. Chez Tabilé, cette proposition fait couler beaucoup d'encre. C'est parce que la première mouture a beaucoup d'imperfections ou c'est parce que elle charrie un certain nombre d'enjeux pour l'avenir politique des acteurs politiques dans notre pays? Et je penche pour la deuxième solution, David. C'est d'abord parce qu'il s'agit du code électoral. C'est d'abord parce qu'il s'agit du texte qui est censé organiser la dévolution du pouvoir.
et que de la dévolution du pouvoir découle le reste du fonctionnement d'une république. On ne peut pas se développer, les citoyens ne peuvent pas être heureux, on ne peut pas fonctionner si les mécanismes de dévolution du pouvoir ne sont pas fixés sans laisser de possibilité à des discussions plus tard, si elles ne sont pas fixées de manière claire et aussi indiscutable que possible. Donc, déjà, même avant que le projet de loi n'arrive à l'Assemblée nationale, chaque fois qu'il y a un débat politique, on revient toujours là-dessus. Il faut un code électoral parce que les textes étaient éparpillés. Il faut un code électoral parce qu'il y avait des dispositions contradictoires. Il faut un code électoral parce qu'il y avait des dispositions floues. Et donc, il fallait quelque chose pour clarifier tout ça. C'est déjà ça, le cœur du débat. Maintenant, effectivement, à l'intérieur de ce texte, il y a beaucoup de dispositions qui prêtent à débat, mais c'est la nature même de ce type de projet de loi. Près de 300 articles, 12 titres étalés sur 80 pages et déposés sur la table des élus, 72 heures avant la fin de la session normale ou bien de la session de mars, si l'on veut. La convocation de la session était incontournable. Je vais reprendre l'expression d'un grand frère avec qui je travaillais cet après-midi. Là, j'étais au Parlement et j'avais Georges Haré, qui a été avant moi chef du service politique à la radio, qui faisait la coordination en studio. Et donc, quand j'annonce sur les antennes que le projet de loi est arrivé, il est dans les couloirs, il sera probablement déposé, il s'est exclamé que ça défiait le bon sens, c'est-à-dire que 72 heures, sauf à dire qu'il s'agissait simplement d'une compilation des textes déjà existants, qu'on mettait simplement tous les textes dans le même et qu'on n'avait rien changé, qu'on n'avait pas bougé une virgule. 72 heures, ça semblait quand même assez mince. Et donc, pour dire le moins, la nouvelle de la session, du retrait d'abord, de la session extraordinaire ensuite, je n'ai entendu personne qui se soit montré surpris. Encore un mot sur cette folle journée de mercredi à propos de ce fameux retrait. Comment l'avez-vous vécu, la journée de votre posture de patron de politique à la radio? On était sur le grill, pour reprendre le titre d'une de nos rubriques phares dans Dimanche Midi, pour ceux qui ont écouté Dimanche Midi tout à l'heure, parce que, bon, évidemment, la matinée, il y avait beaucoup d'incertitudes. La plupart pensaient qu'on était parti sur le mode de fonctionnement habituel, travaux en commission, peut-être 2 séances en commission et puis séance plénière marathon le samedi pour terminer absolument avant minuit. Mais de plus en plus, il y avait des voix qui se levaient pour dire que ce n'était pas possible et que ça allait être une fois de plus jeter une nouvelle tâche sur le blason de la République que de donner l'impression qu'en 72 heures, on peut se pencher sur un code comme celui-là. Évidemment, à mesure que la journée a avancé, on s'est rendu compte qu'on s'acheminait vers ce retrait et vers la programmation d'une nouvelle session. Il est comme là, vous avez parcouru ce projet. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement a pris en compte les différentes propositions des représentations diplomatiques, des partis politiques et de la société civile lors de la consultation post-électorale organisée par la primature? D'abord, je suis en droit de dire que aujourd'hui, qu'il n'y a pas eu de consultation sur ce dossier. Ce que je redoutais lorsque M. Yann Philémon me recevait et que je lui ai dit est arrivé, c'est-à-dire ils ont exactement utilisé le mode opératoire mafieux qui a toujours eu cours quand on voulait construire le droit électoral. Donc, à la réalité, on en est là. Mais je voulais quand même qu'avant qu'on entre dans le débat, qu'on fasse une précision technique. Lorsqu'il s'agit de construire des textes juridiques, de mettre un code, par exemple, il y a 2 formes, il y a 2 mécanismes dans la construction. Il y a ce qu'on appelle la codification générale et la codification à droit constant. Il faut choisir une option. Et le gouvernement, manifestement, dans la logique, en fait, ceux qui ont travaillé là-dessus, avaient choisi l'option d'une codification à droit constant qui voudrait que certaines dispositions ne pourront pas être prises en compte soient abrogées et qu'on reste dans le cadre du maintien du droit positif en l'état. Qui est le contraire d'une codification générale qui voudrait qu'on pense la manière dont, on pense de nouveau la manière dont on devrait encadrer juridiquement un mécanisme qui est celui de la dévolution de pouvoir à tous les niveaux. Donc, ayant choisi cette codification à droit constant, on serait attendu qu'on nous produise un code. Mais comme je l'ai dit, pour qu'on reste dans le débat, ce qui a été introduit fait honte à tout le monde. Ce n'est pas un projet de code, je l'ai dit de manière très solennelle, officielle, parce que l'ayant parcouru, malheureusement, il ne règle ni les questions de l'absence de cohérence, ni les questions de l'absence de contradiction, ni même les questions simplement de la fidélité aux dispositions constitutionnelles. Il est tout sauf un projet de code électoral qui pourrait
dans le Cameroun, tel que M. Biya, en fin de règne, voudrait, en fait, il a signalé qu'il voulait comme ça nous donner une bonne démocratie. Ce n'est pas comme ça que je crois qu'il voulait. S'il veut un bon système électoral, le processus de ce code-là est le mauvais processus qu'on aurait pu choisir. Professeur Pio Sotou, quel est le mécanisme de préparation d'un projet de texte comme celui-là? C'est le ministère de l'administration territoriale ou c'est la présidence de la République qui travaille dans le secret? Non, mais vous savez que c'est la présidence, hein. Le système est jacobin au Cameroun, c'est tout dit. Il y a la main sur tout, il faut le dire. Donc il n'y a même pas d'ambiguïté. Laissez les ministères. Il est même arrivé que des ministères eux-mêmes apprennent qu'un projet de loi est déjà à l'Assemblée nationale. Je posais la question parce que beaucoup de gens émettent des réserves sur la qualité du texte. Oui, mais même sur le plan de la mais vous savez aussi que tous ces derniers temps, et tout le monde a pu remarquer qu'il y avait tellement d'incongruités dans certains documents qui provenait justement de la présidence de la République. Et c'est pour vous dire que quand on est dans une espèce de république où chaque dirigeant public ne pense qu'à ses petits intérêts et non aux intérêts de l'État, ça donne ce genre ça induit ce genre de problème. Il faut qu'on soit clair. Nous sommes encore, si nous ne voulons pas la démocratie, nous sommes encore capables de regarder la Chine. On ne vote pas là-bas. Mais c'est une très grande économie, la Chine aujourd'hui. Ou alors, nous avons décidé d'aller vers une démocratie véritable. Eh bien, utilisons tous les canaux, tous les us de convenance, toutes les normes. Parce qu'on ne peut pas accepter en permanence ce jeu de ruse entre l'exécutif et le législatif. Évidemment, vous allez certainement, comme d'autres, dire que oui, pour une fois, les députés se sont réveillés. Mais quand on voit en toile de fond ce qui justifie leur réveil, c'est encore qu'une mise en avant de leurs intérêts égoïstes. Parce que beaucoup veulent gagner du temps. C'est pour cela que je pense qu'il faut que tout le monde comprenne au Cameroun que si véritablement nous voulons repositionner notre pays et en sauvegardant donc la paix, eh bien, il nous faut un bon code électoral qui permettrait d'avoir des électeurs propres pour qu'à l'arrivée, nous ayons des élus propres. Dominique Bassi, certains reprochent à ce projet de texte d'être une simple juxtaposition des anciens textes qui n'étaient déjà pas terribles. Est-ce que ce n'était pas l'objectif de départ? Au regard de la manière dont le texte parvient à l'Assemblée nationale, on a beau jeu de penser que c'était l'objectif de départ. Parce que le texte arrive 48 ou 72 heures, je passe sous le contrôle de Cheta, qui couvre l'Assemblée nationale. Le texte arrive. Un texte qui compte 299 articles pour environ 87 pages. Comment pensez-vous qu'en si peu de temps, de manière sérieuse, les députés allaient pouvoir étudier ce texte-là afin de pouvoir débattre le moment venu? D'autant plus que l'objectif ou alors l'intérêt pour certains n'est pas forcément d'étudier ces textes-là. Vous verrez bien que, à l'Assemblée nationale, l'hémicycle fait le plein au moment de l'ouverture de la session et au moment de la clôture, et quelquefois en plénière. Le reste du temps, l'hémicycle est presque vide. Donc, le seul grand mérite de ce texte-là, c'est d'avoir regroupé plusieurs textes disparates en un document unique. D'autant plus, si vous le parcourez, je l'ai devant moi, vous verrez par exemple, je prends ce cas-là uniquement, ELECAM. Vous avez toujours le président et le vice-président du conseil électoral. Entre le conseil électoral et la direction générale. Oui, on n'est pas sorti de l'auberge. Nous allons toujours, le texte déposé qui sera nous conduit vers ça. Parce que vous avez d'un côté le conseil électoral chapeauté par un président et un vice-président qui sont par ailleurs président et vice-président de Elections Cameroun. Donc, on ne comprend pas. Est-ce que le conseil, à ce moment-là, c'est une espèce de conseil d'administration ou alors c'est des gens qui ont un droit de regard dans la gestion alors que ce n'est pas... on reviendra là-dessus, Dominique Bassi. Eric Kennedy, vous vous intéressez à la biométrie, on dit aller vers la biométrie. Est-ce que la lecture de cette proposition vous satisfait pour vous? Certains disent que la biométrie n'est mentionnée que sur une phrase dans ce texte. Je dois le dire parce que nous étions à l'Assemblée lundi et mardi pour expliquer aux députés quels sont les contours et
parce que c'est devenu une nouvelle mode au Cameroun, on parle de passeport biométrie. Beaucoup de Camerounais se posent la question, c'est même quoi au fond? Les députés en premier, ça il faut le dire. Mais je voudrais quand même dire ici aujourd'hui que dans le test, Elecam a fait une petite erreur, je m'excuse de tirer sur l'arbre sur lequel je veux grimper, en lançant la refonte ou alors le marché de refonte de liste électorale sans une étude préalable prenant en compte l'anthropologie du Cameroun. Vous savez, le Cameroun est vraiment très diversifié avec des cultures différentes, des horizons différents. Et on parle ici d'une technologie de pointe. Comment l'assimiler aux villageois, aux gens qui ne comprennent ni français ni anglais, qui sont les langues nationales au Cameroun. Et au Cameroun, on a pratiquement 200 quelque chose de langues. Je parle là sur le contrôle de vous, les journalistes. On a des contrées qui sont très entravées. Il est très difficile de se rendre, par exemple, au sud-ouest à certains endroits. Est-ce qu'on a pris en compte tout cela? Est-ce qu'on a pris l'avis des députés eux-mêmes, l'avis des personnels de la société civile pour planifier quelque chose qui sera consensuel et réalisable au Cameroun? Les techniciens même en biométrie, comme nous, on n'a pas pris l'avis. C'est à la dernière minute qu'on s'est vu en train de courir parmi les 21 entreprises. C'est une question qui taraude les esprits de tout le monde. Une illustration pour ce premier sujet de nos échanges. Nous sommes allés à la rencontre de Samuel Mbokwe et de Simon Tchida Fobi. Ils sont députés de bords politiques différents. Ils sont respectivement membres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et du Social Democratic Front. Et c'est la réaction croisée de cette semaine. Tout comme on reparle de la prise. On a un petit souci avec cet élément. On va le recaler et le relancer pour vous. Je le disais, la réaction croisée de cette semaine est un extrait d'un entretien que nous avons eu avec le député, un député du RDPC, en l'occurrence Samuel Mbokwe, et un autre du Social Democratic Front, Simon Tchida Fobi. Je crois que ce projet de loi, c'est une déception sur plusieurs points. On attendait d'abord à avoir, par exemple, les élections à 2 tours pour la présidentielle. Ce n'est pas le cas. On attendait à avoir le bulletin unique. Ce qui n'est pas le cas. Et vous savez que le bulletin multiple a été toujours les sources d'achat de voix, de toutes sortes de corruption. Et ça veut dire que ça va continuer à exister. S'il y a la possibilité de revoir ça, c'est bon. S'il y a la possibilité de revoir ça, bon, comme les conseillers, 25 000 francs, ils ne pouvaient pas payer. C'est les maires qui payaient ça pour eux. Maintenant, c'est 100 000 qui vont payer. Ouais, voilà les choses. C'est inacceptable. On est en train de mettre la députation, par exemple, au niveau où le Camerounais ordinaire ne peut plus. Avec une supposition que ceux qui ont beaucoup plus d'argent seront des meilleurs députés, ce qui n'est pas vrai. Donc, il y a ça. Il faut qu'on ramène ces cautions à un niveau acceptable. Si tu n'as pas jusqu'à 10% de voix valablement exprimées de 5 millions, on ne te rembourse plus. Bon, c'est-à-dire que c'est seulement les gens qui sont très sérieux, donc. Les gens qui vraiment sont avec le peuple. On est en biométrie, certes. Mais pourquoi on doit attendre jusqu'à 40 jours pour avoir les cartes? Avec la biométrie, on peut avoir les cartes livrées immédiatement. Nous exigeons que les cartes soient livrées immédiatement. Vous savez aussi que les cartes de lecteurs, vous savez que le temps entre l'enregistrement et la remise des cartes, ça a été toujours le moment de toutes sortes de fraudes, de multiplication des cartes, de changement des cartes et toutes sortes de choses. Donc il fallait que ce temps soit réduit à 0. Comme nous sommes les députés de la nation, dès que nous sommes élus, nous sommes députés de la nation. Bon, l'affaire de maintenant dit que si un député est exclu de son parti, il n'est plus député. Bon, c'est-à-dire, donc on revient dans la notion pour que le député ne représente pas la nation. Parce que s'il représente la nation, dès qu'il est élu,
il dépasse maintenant le niveau régional là, aux circonscriptions là, le niveau du parti là maintenant, parce que les lois les lois, des projets de loi qui votent, c'est pour tout le pays. Chez Tabilé, j'ai souligné dans ses propos quelques sujets qui fâchent. La question du mandat impératif. Ça signifie, il faut bien se comprendre, que si on est député RDPC et entre-temps on quitte le parti, on perd son mandat de député. Quelle que soit la formation politique, si vous êtes député et que vous démissionnez de votre parti politique, ou si vous êtes exclu de ce parti politique, vous n'êtes plus député. Mais ça soulève une question qui me semble, ça soulève un problème qui me semble pertinent, à savoir si dans une circonscription, la population choisit monsieur un tel comme disant il est digne de nous représenter et que parce que ce monsieur un tel a des problèmes avec la hiérarchie de son parti, le parti aurait le droit de dédire les votes qui ont été émis à la faveur de cette personnalité. Les députés disent une fois qu'on est député, il me semble quand même qu'il serait logique qu'on soit au-dessus de toutes les logiques partisanes. Il est quand les députés, dans leur immense majorité, dénoncent une mesure anticonstitutionnelle. Non, déjà, ça pose tout le problème. Le problème qu'on ne peut pas penser code électoral au Cameroun sans penser constitution. Donc, moi, si on veut un nouveau système électoral, il faut commencer par toucher la constitution pour créer le socle à partir duquel les différentes lois qu'on va construire vont s'arrimer. Mais revenons au mandat impératif, c'est la question en l'état n'a pas à se poser comme ça. Pour la simple raison que il faut aussi que les représentants soient sérieux. Si on ne pense pas à l'ensemble du système, le mandat impératif n'est pas ce que ce qu'on est en train de nous faire croire. Il faut que quand un individu adhère à un parti politique, qu'il comprenne qu'il a pris le temps d'étudier ce que ce parti est. Si c'est un parti autocratique où on décide à partir Tariq ou de Etoudi, qu'il comprenne que c'est comme ça que ça se passe et que le jour où ça ne va pas chez celui qui décide là-bas, il va lui dire « je ne suis plus avec toi ». Donc s'il comprend que ce n'est pas le bon parti, il adhère dans celui en lequel il croit et donc il faut que les gens se responsabilisent au Cameroun. Et on ne peut pas continuer à faire croire aux gens que le député est le député du peuple. C'est une affirmation gratuite. Il n'y a rien de peuple là-dedans. Il est peuple au moment où il est en train de voter la loi. En dehors du moment où il est en train de voter la loi, allez demander à tous les ministres qui sont succédés. Si un député est venu dans son ministère là pour dire que c'est le projet de la route dans une circonscription autre que la mienne, c'est chez lui que ça se passe. Il est député de chez lui d'abord. L'histoire de député du peuple, c'est un syllogisme qui n'a pas sa raison d'être là maintenant. Il faut donc changer tout le système politique d'abord, pour permettre que le mandat impératif ne s'y ait pas. Et que les députés soient effectivement le député du peuple. Mais aujourd'hui, si un gars adhère, on sait qu'il n'y a que l'élection présidentielle pour laquelle on admet les candidatures indépendantes. En dehors de ça, les candidatures sont déposées par les partis politiques. Et donc, si on élit même quelqu'un dans une localité, il est manifestement à travers une liste et il doit respecter la logique de ce parti. Malheureusement, il faut donc changer le système. Eric Kennedy, vous m'avez semblé ne pas être très d'accord avec l'honorable Forby tout à l'heure lorsqu'il parlait de s'inscrire et d'avoir immédiatement sa carte d'électeur. Oui, vous savez, M. Abtenkem, nous parlons de quelque chose ça n'a rien à voir avec la biométrie, c'est ça? Ça a à voir avec la biométrie, mais surtout avec la stratégie de lutte contre la fraude. Si on veut faire des élections crédibles et transparentes, il faut bien que techniquement, le gouvernement ou les camps, je ne sais pas qui, prennent le temps d'expliquer ou de faire un consensus pour expliquer aux gens techniquement le pourquoi d'un certain nombre de choses. Quand on parle de biométrie, de refonte des listes électorales biométriques, je vais vous expliquer de telle en sorte que tous les Camerounais pourront comprendre très simplement. S'il faut refaire les cartes biométriques, il faudra refaire les cartes sous un format biométrique en utilisant les cartes en PVC. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. S'il faut le faire, si un Camerounais, M. Atenka, vient s'inscrire ici à Etoudi, et qu'on lui produit sa carte immédiatement et que 2 heures plus tard, il démarre sa voiture, il arrive par exemple à Mendon, il pourra avoir la même carte, il pourra avoir 2 cartes au même moment. C'est pourquoi il faut que techniquement on explique aux députés qu'est-ce qu'on est en train de faire. Pour empêcher cela, il faut l'interconnexion du Cameroun. Prenez seulement la ville de Yaoundé, c'est une ville à 7 collines. L'interconnexion de tous les sites de l'ECAM à Yaoundé est impossible. On peut passer aussi par le net, mais vous savez que 75% du territoire national n'est pas couvert par le réseau.
Donc, vous comprenez qu'il y a des questions où il fallait une réflexion, ou consulter un cabinet beaucoup plus profond avant de l'établir au Cameroun. Autre sujet qui fâche, Pio Sotou, les questions qui déterminent la participation aux consultations électorales. Augmentation de 600% pour le poste de président de la République, de 1000% pour le poste de député, de 400% pour les candidatures au poste de conseiller municipal. Les députés dénoncent une augmentation exagérée et fantaisiste, vous les comprenez? Enfin, je ne sais pas ce qu'on doit comprendre, mais ce que je sais, c'est que augmenter les cautions pour limiter, soi-disant, les candidatures n'est pas une solution mécanique, puisque un peu partout, on a vu que plus on augmentait les cautions, plus il y avait les candidatures. Au Sénégal, on vient de le voir récemment. Je crois surtout que le vrai débat, et c'est pour cela que moi je ne suis pas du tout inquiet, parce que si véritablement nous avons des vrais élus, ils doivent penser au Cameroun. Dans ce débat-là, voilà la question centrale. Est-ce que notre pays, parce que Hilaire Kang a parlé de cette affaire de mandat impératif, j'ai dit que c'est inadmissible, on ne peut pas accepter ça au Cameroun, puisque la Constitution est contre la Constitution du Cameroun. Mais par contre, on ne peut pas lier l'accès à un mandat électif qu'au seul critère argent. Ce n'est pas possible. En fait, c'est encore un coup d'État de quelques forces tapis dans l'ombre qui pensent que ici, il est question de s'assurer une reconduction par tous les moyens, y compris donc avec de l'argent. Or, au RDPC, ça va être très compliqué parce que pour le renouvellement des organes de base, avant, c'était les grands électeurs. Quelqu'un pouvait donc les enrégimenter, les entretenir toute une nuit dans sa maison, dîner et tout le reste, champagne, pour les lire le lendemain. Aujourd'hui, c'est chaque militant en règle qui va devoir élire le président de section, le président de la sous-section, le président du comité de base. Démocratie intégrale. Au plan national, il y a cette biométrie qui, manifestement, a jeté a provoqué une panique dans ce système de mafia. Et je suis là d'accord avec Hilaire Kamga. Mais je pense que quand vous voyez à peu près le pouvoir d'achat des Camerounais, vous savez que dans les conseils municipaux, parfois c'est le maire, tête de liste, qui paye pour les autres. Où est-ce que vous allez trouver des gens qui ont 100 000? Je suis sûr que même dans les communes urbaines, il sera difficile de trouver des conseillers municipaux candidats pouvant réunir 100 000 francs. Dominique Bassi, est-ce qu'il faut craindre de ce fait de la régionalisation des partis politiques au Cameroun? Parce qu'aucun parti ne voudrait bien investir autant d'argent dans les zones où les pronostics lui sont défavorables en termes de suffrage. Permettez-moi, David, avant de répondre à la question que vous me posez, de revenir un peu sur cette affaire d'argent-là. Parce que ça me semble dans une certaine mesure un l'argent a toujours été présent lorsqu'il a fallu choisir les députés. Je me suis livré à un petit exercice. La 8e législature, la législature actuelle, vous avez là très peu, sinon pas de Camerounais ordinaires, genre instituteurs, petits commerçants, Bayam-Selam, vous ne les trouvez pas là-bas. Par contre, il y a 3 grands groupes qui sont représentés. Il y a d'abord, ils sont une dizaine, les avocats, et les autres représentants des professions libérales qui se sont embourgeoisés. Vous avez le plus gros contingent qui est représenté par les hommes d'affaires et les directeurs de sociétés. Ils sont au total une centaine. Et enfin, tu as des hauts fonctionnaires ou anciens hauts fonctionnaires et retraités qui se sont enrichis en se reconvertissant dans les affaires. Donc pour dire que ce n'est pas le cas. S'ils sont si riches, pourquoi se plaignent-ils donc? Non, écoutez David. Ce ne sont pas ces Camerounais-là qui sont incapables de payer une caution de 5 millions. Encore qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Le problème se pose dès lors qu'on évoque les conseillers municipaux. Parce que c'est le Camerounais ordinaire qui est conseiller municipal. Et qui plus est, leur travail est bénévole. Ils ne sont pas rémunérés. Ils ne bénéficient que des indemnités de cession. Pourquoi demander à quelqu'un qui n'attend qu'une indemnité de cession de déposer une caution de 100 000? C'est là le problème est sérieux de mon point de vue. Bon, mais maintenant, pour répondre à votre question, est-ce qu'on va assister à une régionalisation des partis politiques? C'était déjà un peu ça. C'était déjà un peu ça. En dehors, par exemple, du RDPC, là, c'est indéniable. C'est le RDPC qui a le plus grand ancrage territorial.
c'est le RDPC, ainsi de... Laissez-moi aller jusqu'au bout, David. On a bien vu que lors des dernières législatives en 2007, tous les partis, ils sont une centaine ou 200 au Cameroun. Mais on a vu 5 ou 6 et qui n'ont pas pu présenter des candidats partout. On a vu au cours de la dernière élection présidentielle des candidats qui n'avaient pas de scrutateurs partout où un bureau de vote était ouvert. Mais aujourd'hui, on demande si un parti politique qui était déjà incapable hier, en dehors du RDPC et de quelques autres, était déjà incapable d'investir un candidat partout où il y avait un poste à pourvoir, était incapable d'avoir un scrutateur dans chaque bureau de vote. Aujourd'hui, ce n'est pas moins de 2,2 milliards par là pour que, lors des prochaines échéances législatives et municipales, pour que tout parti politique qui veut concourir ait... Donc, je comprends et je suis d'accord avec vous que là, on va assister à une plus grande régionalisation des partis. C'était déjà le cas avec quelques-uns qui représentaient quelques candidats à l'Est, quelques candidats au centre. Là, maintenant, là, ça va s'accentuer. Je suis d'avis avec... Chez Tabilé, il n'y a pas que des dispositions prévues dans ce projet qui n'arrangent pas des députés. Il y en a qui estiment que le texte ne comporte pas un certain nombre de réformes et qu'ils auraient bien souhaité voir. Les députés de l'opposition, par exemple, parlent de l'élection présidentielle à 2 tours. On parle de bulletins uniques. Ça va être bien compliqué parce que pour le faire, il faut modifier la Constitution. Il faut retoucher la Constitution et puis il faut regarder les choses en face. Est-ce que le pays est prêt pour ? Les députés de l'opposition ne sont pas la majorité au Parlement, donc ça va être difficile, il me semble, d'arracher des dispositions qui ont tout pour provoquer l'alternance, c'est-à-dire que faire basculer le pouvoir de son réceptacle actuel vers un autre. Et les tenants du pouvoir, il me semble que cela tombe sous le sens, ne sont pas prêts à lâcher du lest. Mais pour revenir aux dispositions dont on vient de débattre tout à l'heure, par exemple, en ce qui concerne le mandat impératif, moi je voudrais quand même faire observer, contrairement aux idées soutenues par Ilia Kamga, je voudrais faire observer que c'est vrai que ce sont les partis politiques qui aujourd'hui investissent les candidats, mais nous allons tous sur le terrain, nous voyons comment se déroulent les législatives, les populations votent pour des personnes. Les populations votent pour un tel parce qu'il est populaire ou pour un tel parce qu'il est généreux, parce que c'est lui qui traite les dossiers des enfants, etc. Les populations votent pour des personnes. Ouais. Et il me semble que ce n'est pas une idée à balayer du revers de la main, l'idée selon laquelle quand 2000, 3000, 4000 personnes ont décidé que monsieur un tel est digne d'être député, qu'un état-major politique vienne décider que nous ne sommes plus en odeur de sainteté, que monsieur tel n'est plus en odeur de sainteté dans notre cercle, et donc, nous le faisons tomber du siège qui lui a été octroyé par d'autres personnes. Il me semble qu'il y a quand même là quelque chose à analyser. Éric Kennedy, très rapidement, avant il est quand même très rapidement, pour mettre de l'eau dans son vin, d'où il y a une chose qui manque à ce code électoral, c'est les candidatures indépendantes. Il fallait donc qu'on prévoie des candidatures indépendantes, de telle sorte que si moi je sens que je suis populaire à Bafoussam, je décide d'être député et je m'en fous de tous les autres partis politiques et je serai député et je ferai ce que bon me semble. Mais dans le cas actuel, les choses m'ont l'air un peu refermées. Il est comme ça. Non, il a dit exactement un pan de ce que j'avais affirmé. Il faut qu'on soit sérieux. Depuis là, nous sommes en train, excuse-moi un peu, nous sommes en train de débattre de contenu de quelque chose que j'apprécie pas du tout. Il faut qu'on convoque pour que ceux qui nous regardent à Canal 2 comprennent quelque chose de très grave qui est en train de se dérouler. Monsieur Biadi, il faut un bon système électoral. On n'est pas sur cette route-là. Il y a une logique de consensus. Il a dit consulter les gens pour avoir leurs avis, pour qu'au niveau national et international, on ait le sentiment que les Camerounais ont été impliqués dans le processus de construction de ce droit électoral. On n'en est pas là. Il faut que les Camerounais comprennent. Ce que Tcheta dit est très très bien. Ce genre de débat aurait pu avoir lieu entre des experts du gouvernement, de la société civile, des partis politiques, qu'on mette une commission en place et qu'on en débatte pour en sortir. Et là, voilà par exemple un habillage. Entre un député, par exemple, d'une localité, un gars dans sa localité qui est populaire et qui veut absolument prendre le contrôle de sa localité. Dans le code électoral, on dirait, comme nous l'exigeons depuis des années, mettre les candidatures indépendantes aussi bien à la députation que partout ailleurs. Pour que celui qui pense qu'un appareil politique ne m'intéresse pas, il se présente seul et il est élu. Donc, on ne peut pas réfléchir à la question du mandat impératif et de sa pertinence en dehors du socle global du code. Il faut qu'on règle ça avec
Le mandat impératif n'a pas de raison. Aux États-Unis, il n'y a pas de mandat impératif. Il n'y a pas de mandat non impératif. C'est-à-dire que tu es élu, tu peux être, si tu es sénateur du Parti démocrate, tu ne te lèves pas le matin pour dire je ne suis plus dans le Parti démocrate. Non, tu es indépendant, tu te présentes comme indépendant et tu y vas. Ça veut dire qu'il faut prévoir la possibilité qu'une personne n'est quelqu'un est candidat. Mais revenons sur la caution, parce que je n'ai pas intervenu sur la caution, qui est pour moi quelque chose de fondamental. Oui, je vais dire une chose. Il faut que les Camerounais comprennent que la seule élection où il y a pu avoir une tentative de transparence, c'était en 1992. Et à ce moment-là, la mafia n'avait pas encore compris les dangers de perdre certains pouvoirs. Et à ce moment-là, si vous questionnez, contrairement à ce que le frère Mbassi a dit tout à l'heure, ces chiffres sont très exacts, mais la conclusion ne tient pas parce que ça s'adosse sur un parlement contrôlé par une mafia. Il faut sortir de là. En 1992, quand vous analysez le socle des députés qui en avaient en dehors du RDPC, c'était justement ces personnes-là, c'est-à-dire ces vendeurs à la sauvette-là qui étaient députés, ces enseignants même de l'école primaire qui étaient députés au Parlement. Il y en a un vice-président qui n'était pas autre chose qu'un... comment ça s'appelle M. Tchatchouan, qui était un enseignant vacataire dans un lycée quelconque, qui était vice-président de l'Assemblée nationale. M. Cavaille n'est pas en fait, pour citer même ceux qui sont souvent installés sans être élus. Mais pour dire qu'à partir de l'instant où le Parlement se retrouve à être contrôlé par la mafia, on ne peut pas convoquer pour dire que chez eux, là, on ne trouvera pas quelqu'un qui va avoir l'argent. Il y a une mafia qui s'est développée et qui veut prendre et le contrôle de l'alternance après M. Biya avec l'argent, et le contrôle du Parlement pour aller payer des gens dans les localités pour qu'ils puissent avoir leur caution et qu'ils regentent à leur place, et pour prendre surtout aussi le contrôle des municipalités dans cette perspective de la décentralisation. Parce que de Yaoundé, ils vont aller payer les 100 000 francs de caution à des prête-noms et prendre le contrôle de l'ensemble des communes. C'est de ça qu'il est question. Chetabilé, le groupe parlementaire RDPC se réunit lundi en matinée. On imagine que des consignes seront données aux députés de la majorité. En général, avant tout débat important au Parlement, le groupe parlementaire RDPC a la tradition de se réunir, mais ce n'est pas le seul. J'ai moi également souvent couvert des réunions peut-être moins médiatisées, mais des réunions par exemple dans les rangs du SDF. Les autres également tiennent des concertations quand il y a ce type de débat. Évidemment, c'est pour s'assurer que la plupart des élus sachent très bien ce que souhaite le sommet du parti, mais c'est également l'occasion pour ces députés de prévenir les uns et les autres de ce qu'est leur point de vue, leur lecture du texte en question. Et je ne pense pas, je ne serais pas prête à mettre ma main au feu que lors de cette réunion-là, lundi, David, les instructions ou les informations circuleront simplement du sommet vers la base. Je crois que... Les débats risquent d'être chauds. Je crois que le simple fait même que ce texte ait pu déjà être retiré et revenir en session extraordinaire est bien l'indication de ce qu'il n'y a pas simplement des injonctions, il y a bel et bien débat, enfin discussion au moins au sein de ce groupe parlementaire. Dominique Bassi, David, très rapidement pour sortir du sujet, s'il vous plaît. Oui. La menace qui pèse sur le RDPC à l'Assemblée nationale, c'est le RDPC. Parce que le RDPC a une majorité, donc on appelle ça au 163 députés, si je ne me trompe pas. Et donc, si ça ne dépendait que des députés de l'opposition, le texte serait passé comme lettre à la poste. Donc la révolte vient même dans les rangs du RDPC. N'oublions pas que ce texte, ce projet portant code électoral arrive au moment où il y a eu un autre texte qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Je parle de l'approbation du mandat des députés. Les députés de l'opposition et du RDPC confondus voulaient une prorogation d'1 an renouvelable. Mais le gouvernement, comme à son accoutumé, a opéré un passage en force en imposant 6 mois. Parce qu'on n'est pas certain qu'au cours de 6 mois, on aura lancé l'opération de refonte biométrique. Donc, vous voyez un peu que ça va être difficile, même si le pouvoir, le RDPC, c'est souvent retourner des situations à sa faveur. On a vu d'autres situations comme ça qui étaient à l'avance perdues et que le RDPC a pu gérer. C'est une actualité à suivre et que nous allons suivre évidemment nous à Canal 2. On prend une courte respiration et on revient avec le deuxième sujet. Il y a quelques jours, la Cour suprême a annulé 3 chefs d'accusation concernant l'ancien ministre de la Santé publique urbain Olanguena Awono. Dominique Mbassi, cette décision de justice contraste avec la une de votre journal qu'on a vu tout à l'heure dans la revue de presse de Harley Debo en DB. Votre journal, dans son édition de cette semaine, vous avez écrit que la justice camerounaise
est face au piège des manipulateurs. Oui, David, permettez-moi avant C'est un peu fort. Oui, permettez-moi avant de répondre à votre question, pour qu'il n'y ait pas d'équivoque plus tard, pour qu'il n'y ait pas de polémique, que je précise d'ores et déjà que ces gens, les victimes de l'opération EPV, sont loin d'être des saints. Et nous ne nous substituons pas à la justice, nous ne nous faisons pas leurs avocats. Hein. Simplement, la presse peut mener ses propres enquêtes qui sont différentes des enquêtes judiciaires. J'en viens maintenant à votre question. Je ne suis pas sûr que la décision de la Cour suprême est en contradiction avec la une de repère de cette semaine. Que la Cour suprême annule 3 chefs d'accusation dans un premier ressort entériné par les juridictions inférieures et qu'au passage, cette Cour suprême désavoue tout un collège de juges. C'est au moins la preuve que, avant qu'elle n'ait été saisie, il n'y a pas eu une bonne administration de la justice. Tout simplement parce que jusque-là, et peut-être que toutes les affaires n'empruntent pas le même canal, on avait l'impression que tout était fait pour que les gens soient condamnés sans pour autant que la justice puisse toujours soutenir ces accusations. On a vu, par exemple, que des rapports du contrôle supérieur de l'État, ces rapports qui ne sont pas par ailleurs des rapports judiciaires, bon, quand ils arrivaient à la présidence, on les acheminait vers la justice et puis les condamnations suivaient, quel que soit ce que les prévenus produisaient comme contre-argument. On a vu, si je reviens un peu au contrôle supérieur de l'État, la thèse de l'instrumentalisation part de là. Parce que vous verrez bien que plusieurs administrations, pendant des années, échappent aux missions de contrôle du contrôle supérieur de l'État, pendant que d'autres sont harcelés par ces mêmes inspections-là. Une fois les rapports produits, des rapports qui sont sujets à controverse, l'ancien ministre du contrôle supérieur de l'État, Etama Massoma, a eu au cours d'une rencontre publique à le décrier. Une fois ces rapports parvenus à la présidence, on discrimine. Il y a des rapports qu'on porte à la haute attention du chef de l'État et d'autres qui restent dans les tiroirs, dans l'antichambre. Et dans ce maillon-là, dans cette chaîne de collusion, j'ai envie de dire, permettez à thème que la justice est le maillon le plus vulnérable. Parce que là-bas, les accusations, pas toujours soutenues, pas toujours passées comme lettres à la poste. Heureusement que pour une certaine affaire, l'affaire Olangena, pour ne pas la nommer, on est parti dans le rapport du contrôle supérieur de l'État de 14 milliards ou presque 15 milliards. Le juge d'instruction a revu les chefs d'accusation, a revu le montant, on est tombé là à 600 millions. Et devant les juridictions, l'expert comptable Kolo, c'est aujourd'hui c'est lui qui est le liquidateur de la défunte Camer. Alors il y a un conflit, un délit d'initié. On ne peut pas avoir été en même temps auditeur et liquidateur. On a validé des comptes hier, aujourd'hui on les dénonce. Prenons une autre affaire. Très rapidement. Oui. L'affaire Titus Sedjoua. La première qui a abouti à une condamnation de 15 ans d'emprisonnement, elle a été, l'action publique a été mise en mouvement juste par une dénonciation. Une note de dénonciation rédigée par, je ne sais pas s'il est toujours député, Ambassazan, envoyé au secrétaire général de la présidence de l'époque, M. Ahmad Douali. C'est sur cette base qu'on a prescrit une enquête au délégué. On a demandé au délégué. Aujourd'hui, il est en fuite. Aujourd'hui, il est en fuite. Pour la deuxième affaire, il y a bien un juge d'instruction qui a produit une ordonnance de non-lieu pour Michel Thierry, par exemple. Et pour ce qui concerne le professeur Titus Sedjoua, il y avait 5 chefs d'accusation initialement arrêtés contre lui. Le juge d'instruction, finalement, ne retient que 2. Et la Chambre de contrôle de l'institution a cassé comme une vulgaire décision. Ok, surtout lorsque vous regardez tout ça, vous avez l'impression que la justice, sur le coup, fait son travail ou bien elle est influencée par les politiques ou les réseaux mafieux, comme disent certains. Je ne sais pas si la justice est manipulée, mais je constate tout simplement que c'est un très mauvais cinéma. Parce que prétendre que, au vu de ce que nous connaissons, moi je connais certains dossiers particulièrement, que les mises en cause seraient indemnes, relève de la magie. De la magie. Mais je vais vous rappeler quelque chose, parce que je l'ai constaté lors du dernier forum sur la protection non judiciaire de la fortune publique organisée effectivement par le contrôle supérieur de l'État. Les dispositions législatives sont bonnes au Cameroun,
Mais le problème, c'est le sérieux des vérificateurs. Et le ministre Yebaï, à l'occasion, a dû dire à ces vérificateurs que le temps des personnes protégées, des personnes intouchables est révolu. Mais moi, ce que je constate, et je le dis depuis quelques années, c'est que véritablement, ce système est déjà en train de mettre la figure extrême en sérieuse difficulté. En fait, il s'agit de quoi? On sait très bien que si un dossier est mal monté, si une procédure n'est pas bien suivie conformément à la loi, on va l'annuler. On va l'annuler et c'est ce qui a été fait, c'est-à-dire les amis d'hier. Parce que le problème, c'est, j'appelle cela le consensus pour le mal. Bon, et ils disent, pour ceux qui ont déjà été rattrapés par l'épervier, qu'ils sont malchanceux. Donc, comme la malchance a rattrapé quelques-uns, eh bien, on monte des faux dossiers pour qu'à l'arrivée, et vous voyez ce que la justice est en train de faire, c'est tout à fait normal. Si des éléments ne sont pas crédibles, pourquoi voudriez-vous que la justice les retienne? En fait, c'est une façon d'aider les amis en se disant que finalement, il sera démontré que le Cameroun n'est plus géré. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Parce que si vous prenez rien que le domaine, comme le ministre de la Santé, Dominique Mbassi, moi je vous dis qu'en 2002, le Cameroun réalise pour le programme élargi de vaccination une couverture de 70% avec 400 millions. Ça impressionne tous les bailleurs de fonds. On décide donc de doubler l'enveloppe. Mais quand on va vérifier, plus tard, maintenant que l'enveloppe a été doublée, le Cameroun n'a même pas atteint 40% de couverture nationale. Comment vous appelez ça? L'argent, elle est où? Chez Tabilé, cette annulation des chefs d'accusation par la Cour suprême, c'est un espoir pour beaucoup qui sont sous le coup qui sont tombés sous le coup de cette opération et qui sont en prison. Personnellement, je refuse de vous suivre dans cette direction, David Atemkin. Moi, je trouve que c'est une injure pour le Cameroun. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas fait leur travail, soit au début de la procédure, soit dans le courant de la procédure, parce que je n'ose pas remettre en cause les honorables magistrats juché sur de très longues carrières qui se trouvent à la Cour suprême. Et je serais personnellement assez déçu qu'on puisse, en fin de procédure, avoir ce type de... C'est même pas un couac, ce type d'accident, sans qu'on ne repense entièrement le processus. Ça devrait appeler les institutions compétentes et même le plus haut sommet de l'État à repenser l'ensemble du processus. Parce que c'est quand même une promesse qui a été faite par le président de la République. Il a promis aux Camerounais que vous, qui n'arrivez pas à faire sauter 1 kilogramme de riz, ceux qui vous en ont privé vont rendre gorge. Et les premiers dossiers ont été montrés en exemple, peut-être pas par le chef de l'État lui-même, mais au moins par son entourage qui, à un moment, est réputé parler en son nom. Et que ça fasse pchit à la fin, ça ne peut pas passer comme ça simplement. Il faut qu'on démontre au moins qu'on a l'intention de tirer les conséquences de ce type d'affaires et qu'on donne des gages pour la suite. Parce qu'il est sûr que le Cameroun est un pays riche, parce qu'il est anormal qu'on ait un certain type de pauvreté au Cameroun en l'état actuel des choses et parce qu'il y a manifestement un problème et qu'il faut qu'on commence à donner l'impression qu'on se penche vraiment sur la question. C'est la faute à la légèreté du système judiciaire, Ila Kanga? Non, j'ai un certain nombre de magistrats qui ont reçu des formations de moi-même au Cameroun et ailleurs. Je ne peux pas donc faire... Est-ce qu'elle est manipulée, la justice camerounaise? Je ne peux donc pas faire insulte à ces magistrats-là. Mais vous êtes au-delà de la manipulation. Il y a un nœud du problème camerounais, c'est la mafia. Quand vous entrez, ça vous manipule, ça vous retourne. C'est-à-dire que les gars sont libres derrière. C'est-à-dire qu'ils sont maintenant... Un certain nombre sont... Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Donc c'est un mauvais cinéma. Pius le disait sous un autre angle, mais c'est vraiment un mauvais cinéma qu'on nous sert. Ces affaires-là, ça peut nous faire avoir des manchettes de journaux et puis nous entretenir sur des plateaux. Mais c'est un très mauvais cinéma. Parce qu'à la réalité, personne ne veut être sérieux dans l'affaire. Et puis, ils ne peuvent même pas, le système lui-même ne peut pas être sérieux dans l'affaire. Parce qu'un système qui ne survit que par rapport à ce type de choses, la prévarication et les détournements, ne peut pas lutter contre ça. Donc, à la réalité, il peut y avoir quelques cas. Et après, on se retrouve comme à la fin que vraiment, ça fait petit, comme elle a dit tout à l'heure, il y en a plusieurs cas qui vont le faire. On ne peut pas, le système n'a aucune envie de lutter contre
la corruption, contre les détournements et ses prévarications. L'affaire Fotso est là. Lorsqu'on a créé une loi ici avec une rapidité extraordinaire, on a fait adopter une loi pour dire, bon, dès qu'on a signé, on peut, je ne sais pas quoi encore, rembourser. On part. Dès que les négociations ont commencé pour une signature, immédiatement, un mec s'est amené à Yaoundé et a dit, mais attention, pendant que tu veux rembourser 6 milliards, là, il y a quand même que tu as détourné, je crois, 30 milliards à la Camer, donc on te dépose une plainte aujourd'hui, il faut que tu recommandes la négociation pour celle-là. Donc je veux dire, c'est une mafia. Et dans la mafia, on ne peut pas attendre un résultat. Celui qui veut lutter contre la corruption ici au Cameroun, c'est pas compliqué, parce que tous ces gars qui sont en prison là, si on veut être sérieux, on les libère d'abord. Et on recommence, parce que vous commencez dans ce quartier, jusqu'à arriver à mon bureau là-bas, qui n'est pas très loin d'ici, vous allez compter au moins 200 maisons qui appartiennent aux gars qui ont volé tous les jours, et que c'est visible. Donc ça ne sert à rien qu'on nous tourne avec les affaires au Languena et autres qui n'ont pas de raison fondamentalement d'être en prison parce qu'ils ne sont pas les seuls, ils sont des centaines de milliers et tout le monde les voit et on connaît. Et Eric Kennedy, l'accusation de manipulation, si elle devait être vérifiée, serait très très dangereuse pour l'indépendance du pouvoir judiciaire. Oh, moi, j'ai beaucoup d'espoir. Hein. Je suis aussi un homme d'affaires et j'adhère les colonnes, les couloirs de beaucoup de ministères, de beaucoup d'administrations publiques et parfois même du parquet. Moi, je vais vous dire, la nomination de, on ne va pas dire excellence, mais du très réputé Laurent Esso au ministère de la Justice, garde de Sceaux, qui est un magistrat reconnu dur. Je crois que beaucoup de Camerounais ne l'ont jamais vu sourire. C'est pas pour rien. Ben là, il sourit. Bon, sur l'image, mais je dois le dire, je voudrais quand même insister là-dessus. Il y a c'est vrai un problème de séparation de pouvoir, d'influence à gauche et à droite au Cameroun, mais je crois quand même qu'on peut le dire avec certitude aujourd'hui, ne serait-ce que le nom Opération Épervier, le nom CONAC, même si dans les faits, on ne va pas très rapidement vers ce que les Camerounais attendent, ça fait peur. Et ça veut dire que ce n'est pas juste de la poudre aux yeux. Il y a quelque chose, mais peut-être maintenant, les procédures devraient être menées. Je voudrais quand même souligner quelque chose, si vous permettez, très rapidement. C'est de vérifier, parce que quand on parle d'opération épervier, moi je dis, il ne faut pas qu'il y ait une catégorie de Camerounais qui soit éperviable. Et par exemple, des magistrats qui se sont enrichis. Parce qu'on parle, moi j'ai le courage de le dire aujourd'hui, beaucoup de magistrats au Cameroun sont devenus doublement riches. Et ça sort de coup. On connaît combien ils touchent, etc., etc. Je bénis le ministre qui va faire le conseil de la magistrature très bientôt. Et je crois qu'il y aura beaucoup de choses qui seront... Quelques secondes de Louis Bassi. Rapidement, deux choses en 10 secondes. Oui. Pour dire d'abord que je ne suis pas d'avis avec le professeur Pusotou lorsqu'il parle d'une stratégie entre copains pour protéger. Non. Lorsqu'on a humilié des gens, on les a interpellés en mondovision. Lorsqu'on a filmé, on les a filmés couchés sur des matériels jetés à même le sol dans des cellules. Lorsque on vous a privé de liberté pendant 4 ans. Je crois que vous-même, vous ne serez pas disposé à accepter ce genre de rôle-là. À côté de ça, vous demandiez s'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce qu'il le soulignait tantôt. Au ministère de la Justice, aujourd'hui, trône M. Laurent Esso, un haut magistrat. Je crois que ce n'est pas un fait du hasard si le chef de l'État l'a envoyé là-bas. Mais on est inquiet dans une certaine mesure parce qu'il y a une stratégie du rouleau compresseur. Il a évoqué, lorsque vous croyez que vous êtes tiré d'une première affaire, il y a comme une main noire qui va tirer, qui vient poser. Et finalement, à la fin, on se rend compte que ce n'est pas des dossiers bétonnés. C'est là où le bas blesse. Okay. C'était au moins des dossiers bétonnés. Vous venez aller au... Les affaires sont... Nous avons un cas par part maintenant. La Cour suprême a désavoué toutes les juridictions inférieures, a désavoué tout un collège. Et je crois que les autres affaires ne sont pas si éloignées de cette décision de la Cour suprême. Les affaires sont en justice. On va condamner à vie. Hein. Ok. Les affaires sont en justice. On va les suivre pur sur tout. On marque une courte respiration et on revient avec le dernier sujet de nos échanges. Quatre présidents et 2 transitions démocratiques au sommet par la voie des urnes à propos du Sénégal. Le Sénégal vient d'administrer un autre camouflet à ceux qui perpétuent l'idée selon laquelle la démocratie est impossible, voire un luxe pour l'Afrique. Une leçon surtout pour les pays francophones qui, comme le Cameroun, les Kangas n'ont pas encore eu de transition par les urnes en 50 ans d'indépendance. Je pense que c'est je ne veux pas dire une leçon, c'est un exemple
l'exemple, et tout est sur la structure de l'État et non sur les hommes, parce qu'il y a un de mes collègues qui m'a contrarié sur un plateau pour dire que les Sénégalais étaient plus forts que les Camerounais. Ça n'a rien à voir. Que ce soit en termes d'émancipation politique et autres, ça n'a rien à voir, parce qu'on a deux types de systèmes qui produisent des résultats différents en termes d'élection. On a un système néo- et endocolonial en place encore à Yaoundé. Il n'y a pas encore eu de changement au niveau de l'État. Donc on a les mêmes structures de gouvernance, de dévolution de pouvoir qui sont là. C'est-à-dire les mauvaises constitutions importées de France qui ont été modifiées pour préserver les gens au pouvoir, des lois électorales pour permettre à une mafia de rester au Parlement. Donc c'est ça. Alors qu'au Sénégal, il faut le dire, on est parti de Senghor à Diouf. En temps, il y a eu des batailles qui ont permis que, au lieu qu'on plombe comme en 90 ici, qu'on mette en place un système électoral fiable qui permet l'alternance. Et les négociations politiques obtenues au Sénégal au début de ces années 90-là sont restées jusqu'aujourd'hui. Et puis il y a eu une alternance, c'est le SOPI qui était au pouvoir, dont l'opposition d'hier qui était au pouvoir, qui a produit un certain nombre de nouveaux partis dans lesquels Idrissa Seck, les Macky Sall et autres. C'est dans cette opposition d'hier que se retrouve aujourd'hui la nouvelle classe politique qui est différente du RDPC qui est au pouvoir jusqu'aujourd'hui. Et parce que justement, tout cela s'adosse sur un socle électoral fiable, bâti sur un code électoral intéressant avec un système de 2 tours, dans lequel, un pays dans lequel on ne peut pas aller dans la rue comme ça, tirer sur 200 personnes parce qu'ils demandent simplement X ou Y, Z chose. Pio Sotou, à quoi le Sénégal doit ses avancées, si entre guillemets, au fait qu'après les indépendances, on est rapidement resté là-bas, au moins dans le système multipartite? Je ne sais pas, mais... Du point de vue de l'existence des formations politiques. Vous savez que les avis divergent. Moi, je constate tout simplement que la dernière élection au Sénégal était un référendum contre Maître Abdoulaye Wade. Et que probablement en 2018, il s'agira pour le RDPC, s'il n'a pas un bon candidat, il subira le même sort. C'est pour cela qu'en interne, nous appelons ceux de nos dirigeants à une mutation. Quand vous dites en interne, vous voulez dire au sein du RDPC? Oui, bien sûr, à une mutation. Si nous voulons véritablement rivaliser avec la concurrence que nous avons en face, il nous faut absolument avoir des hommes politiques nouveaux. Macky Sall a 51 ans. Il a été le premier ministre du président Wade. Et à un moment donné, ayant vu le système de l'intérieur, il s'en est désolidarisé. Et aujourd'hui, il pose des premiers actes qui laissent croire qu'il est vraiment dans la rupture. Attendons de voir. Attendons de voir, parce que moi, je ne pense pas que gérer un pays relève de la sorcellerie, ou bien ce soit une affaire de très grands initiés. Gérer un pays, c'est comprendre que quand on est à la tête d'un pays, on est au service du peuple. Et que si les ministres sont mis en place, ils sont les serviteurs du peuple. Voilà ce qu'on peut retenir. Et puis, il y a quand même des symboles, à un moment donné de la vie, qui méritent d'être mis en avant. Je pense le musicien Youssou N'Dour, qui est le ministre de la Culture et du Tourisme. Et vous connaissez le rôle, l'influence du tourisme dans les recettes publiques sénégalaises. C'est des symboles, ça permet à la jeunesse de continuer à rêver. Je crois que c'est tout ce que je peux retenir de cette élection présidentielle sénégalaise. Chez Tabilé, ce genre de transition politique ne peut s'imaginer que dans un environnement politique où le processus est totalement transparent. Tout à fait. Évidemment, parce que s'il y a la possibilité de frauder, évidemment que ceux qui souhaitent rester au pouvoir mettront toutes leurs batteries en marche. Mais je veux quand même observer que, par exemple, dans le cas de la dernière élection au Sénégal, il y a eu un consensus anti-Wade. C'est-à-dire que... en plus de tous les mécanismes, de toutes les structures mises en place, il y a eu des hommes politiques qui ont été capables de reculer pour laisser Macky Sall, qui était en pole position, aller marquer le but. Ils n'ont pas reculé, il y avait 2 tours. Est-ce que, même s'il y avait 2 tours, dès le départ, c'était lisible. Dès le départ, on savait qui était celui qui était... Même s'il y a 2 tours, ça se passera comme ça. Non, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre, justement. Il restera des divisions. J'allais y venir. C'est exactement ce sur quoi je voulais mettre le doigt. Je ne parierais pas qu'en cas de second tour, un candidat de l'opposition contre le président sortant, je ne parierais pas que les puissances politiques en place se fédéraient autour du candidat de l'opposition. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Parce que je veux quand même me souvenir de ce que, depuis les années 90, il y a eu 1 millier
d'occasions. Il y a eu N fois des occasions en 92, de montrer des velléités. De montrer des velléités. Qu'est-ce qui s'est passé au sein du Parlement, par exemple? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé au sein du Parlement? Toute l'opposition n'a pas fédéré. C'est pour ça qu'elle a gagné. Une personne à la fois. L'opposition avait bien l'occasion en 92. Vous parlez de l'opposition camerounaise. L'opposition, oui, camerounaise en 92, de gérer le pouvoir. Le RDPC avait une majorité relative avec 88 députés. On a bien vu que le leader du MDR a choisi d'aller passer avec le parti au pouvoir. Je veux dire que sans doute il y a des textes, mais il y a surtout des hommes. Il y a l'élection présidentielle. Il est comme c'est moi qui parle en ce moment sur la question. Il y a sans doute des textes, je vous le concède. Mais il y a davantage des hommes. Au Sénégal, j'ai envie de dire, les Sénégalais sont plus matures politiquement que... Observez bien que Macky Sall fait partie de ceux qui ont accompagné Ouad dans sa prise de pouvoir en 2000. Par la suite, il a été premier ministre, il a occupé des fonctions. Et puis, il est tombé en disgrâce. Il n'a pas fait comme ces Camerounais qui ne partagent pas forcément la vision de M. Paul Biya, qui tombent en disgrâce, mais attendent 10-20 ans pour rebondir, alors qu'ils ont des convictions politiques. Ils n'arrivent pas à les exprimer. Même dans l'opposition, nous avons ces gens qui sont incapables de s'assumer politiquement, qui croient qu'on n'existe que parce qu'on se greffe à l'idéologie, ou alors... Finalement, on comprend que c'est des gens qui ils sont là pour préserver leur position, leurs privilèges. En cela, le Sénégal est en train de nous parler. Eric Elidi, le genre d'alliance, j'en viens à vous, il est comme ça, vous n'êtes pas censuré. Le genre d'alliance qui a permis à Macky Sall de s'installer à la tête de l'État sénégalais ne peut s'envisager que dans un système où les gens ont confiance au processus. Très rapidement, je voudrais dire quand même qu'on oublie ici qu'il a fallu avoir éclatement du Sénégal. Les populations sont descendues dans la rue et beaucoup de gens pariaient que le Sénégal allait basculer vraiment dans l'anarchie. Mais ça n'a pas été le cas pour une seule raison. Vous allez dire que c'est parce que je suis expert en biométrie, parce que les Sénégalais savent très bien et les intellectuels là-bas leur ont ramené à bien comprendre que votre voix compte. Alors vous n'avez pas besoin d'aller faire valoir votre voix dans la rue. Allez aux élections. Soutenez le candidat que vous voulez. Et je voudrais soutenir en disant ceci, Ouad n'était pas impopulaire au Sénégal. Déjà au deuxième tour, malgré toute l'union des 24, comme on l'a appelé, Ouad s'en sort quand même avec 35%. Ça veut dire que sur le plan populaire et individuel, Ouad restait quand même quelque chose de très populaire. Mais le scrutin a eu toute sa valeur. Le Sénégal a eu la paix grâce à une élection qui valorisait une personne, un vote. On sort pas. Il est Kanga, le premier gouvernement de son tout nouveau Premier ministre est connu. Il a tenu sa promesse. Il a réduit le nombre de portefeuilles ministériels. Là encore, c'est une leçon à l'Afrique. Bien sûr, on n'a pas besoin de... Il n'y a pas trop de choses à partager. Il n'y a pas eu de clientélisme particulier. Ce n'est pas la mafia. On veut de l'efficacité. Et on réduit pour avoir de l'efficacité. Donc, là, au moins, c'est un gars qui respecte ses paroles. Ce n'est pas comme au Cameroun, on va avoir 69. Mais ne me censurez pas. Dites quand même que je rappelais au Cap que pour qu'on ne décourage pas les Camerounais, il faut qu'on le dise, que les Camerounais n'ont pas, ou l'opposition, ou les forces de changement ne sont pas congénitalement des gens qui ne peuvent pas se mettre ensemble. En 1992, Madame Tchétabile, avec votre permission, il ne faut pas, vous me laissez finir pour dire qu'en 1992, toutes les forces dites de l'opposition, et même de la société civile comme au Sénégal, s'étaient mis ensemble pour proposer un candidat qui s'appelle M. Frundi, John Frundi, qui a gagné une élection, malgré ce qu'on a dit, et il n'y a pas eu de fissure. On était bien au Cameroun. Hein. À ce moment-là, la mafia n'avait pas encore huilé son mécanisme de contrôle. Depuis beaucoup de temps, c'est 92. Donc, il ne faut pas dire... Il y a beaucoup de tentatives de transformation. Donc, la clé de ça, M. Bassi, c'est moi qui parle. M. Bassi, vous vous taisez tout à l'heure, vous m'avez dit. Donc, la clé de cette question, c'est le système électoral. Et au-delà de faire participer les gens, quand on est dans une manœuvre comme avec le code électoral qui a été proposé, on vous dit que même maintenant, là, on ne va pas publier les résultats, il faut que ce soit la Cour suprême seule. Ce n'est pas comme au Sénégal. C'est pas comme au Sénégal. Et puis, il faut que les gens donc se rendent compte que pourquoi on en arrive à ce qu'on veut. Dès la semaine prochaine, là, si le Parlement veut faire ce qu'il veut faire là, manifestement, il semble que le Parlement, ça va chauffer un peu là. Une question pour sortir, Pio Sotou. Est-ce que le consensus autour de Macky Sall va faire... Est-ce que ce consensus va durer? Non, mais il faut déjà voir l'état d'esprit de Macky Sall et voir l'état d'esprit des amis d'Hilaire Kamga. Qui sont les amis de les amis de l'opposition. Oui. Parce que les forces du changement, bien entendu, le pouvoir à la base leur a confié un mandat. Ils sont allés négocier avec le parti au pouvoir, nuitamment, il faut le dire. En 92.
Puisque lui, il a fabule. Non, vous dites des choses. Vous dites des bonnes vérités. Monsieur, tout à l'heure, vous l'avez dit sur Sciences, vous en parlez bien entendu. Je suis désolé, ne dites pas des contre-vérités. Je vous le permets pas. Je le dis. Je vous le permets pas, monsieur. Je le dis. Je vous permets de réagir. Je vous en prie, je me tiens. Ils ont cette tendance Je vous en prie. le double langage. Vous n'avez pas d'épaisseur. Je suis désolé. Je vous en prie. S'il vous plaît. Je vous en prie. Il est Kamga. Laissez le système Il est Kamga. Quel système Je vous en prie, le système électoral. Vous voulez qu'on arrête l'émission de biométrie? Nous sommes je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Non, je vous en prie. Mettez-vous sur le terrain au lieu d'affabuler tous les jours. Laissez donc un bon système électoral, monsieur. On a fait ceci, on en a marre. Laissez un bon système électoral qui est en face. Monsieur Kamga, s'il vous plaît. C'est le RDPC qui le fait. Monsieur Kamga. Le projet de loi est en débat. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Je suis désolé. Ils ne vont pas nous étouffer comme ça. Est-ce qu'on peut continuer? Oui, bien sûr qu'on peut. Pio Soutou, vous avez quelques secondes pour terminer. Non, je n'ai plus besoin de secondes. C'est lui qui est aux abois. Moi, je vous dis que ce qu'il raconte est contre l'histoire. Parce qu'on a vu que l'opposition est incapable de parler d'une même voix au Cameroun. Il est Kamga, vous aussi, vous avez vidé le sac. Oui, je vidais juste pour dire qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, mettre le bon système. Que le RDPC, qu'il représente, ait le courage de laisser qu'un système électoral fiable se mette. Ils verront ce qu'il y a en face. Oui, on sort de ce sujet avec... Le système va être fiable, David. Le système va être fiable. Lorsque vous avez des leaders... Lorsque vous avez des leaders comme Bello Bouba Maïgari, qui semblent s'être interdits d'être candidat à une élection, la seule par M. Poulbia. Lorsque vous avez des leaders comme celui du SDF qui aujourd'hui dit n'allez pas vous inscrire. Et à 2 semaines d'une échéance, a dit vous pouvez aller vous inscrire. Vous vous attendez à quoi? Je vous en prie. Le Cameroun a besoin de ces Macky Sall. On sort du sujet avec la pensée de la semaine qui est politique. La vraie alternance, je cite, et dont nous avons besoin est dans nos têtes, dans ce que nous sommes, chacun en tant qu'individu et collectivement en tant que société. La vraie alternance dont nous avons besoin est dans nos têtes, dans ce que nous sommes chacun en tant qu'individu et collectivement en tant que société. C'est une pensée de Célestin Monga, il est économiste camerounais, il s'exprimait ainsi sur l'alternance politique au Cameroun dans une interview avec Norbert Ouanji au quotidien Le Messager. C'était en août 2010. On parle de tout à fait autre chose maintenant. Où est passée Vanessa Tchatchou? Entre prières et pleurs, la mère de l'enfant volé de l'hôpital gynéco-obstétrique de Ngousso attend toujours son bébé quelque part dans la capitale camerounaise. L'exil angoissant de Vanessa, c'est une exclusivité Canal 2. C'est un sujet de Benoît Dubois-Ounana avec Jacques Simon. C'est dans une villa cachée de Yaoundé que Vanessa Tchatchou s'est exilée. C'est ici que la jeune femme compte les potes de sa vie brisée depuis son expulsion manu militari de l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé. Ces jours et ces nuits, un véritable chemin de croix. Les journées sont là, elles sont longues, elles sont courtes, comme tout le reste depuis que j'étais à l'hôpital. Une belle histoire devenue triste, une nuit du 20 août 2011, date à laquelle son bébé a disparu dans le centre hospitalier de référence de la capitale camerounaise. Quand j'étais à l'hôpital, je ne tenais pas un bébé à main et malgré mon expulsion, je ne tiens pas toujours le bébé à main. Donc, c'est pareil. Dans les rues de Yaoundé, Vanessa a horreur de 3 choses. Le regard des gens, la rumeur, mais surtout et surtout, la vie d'une mère portant un bébé. Je vois des gens qui s'arrêtent des véhicules, ils courent, ils viennent me voir. La sorcière, elle a pris 10 millions, elle a une voiture et que c'est moi qui ai vendu mon bébé, j'ai fait avec la maïscade. Les horizons du petit univers de Vanessa Tchatchou sont bouchés. Heureusement, il y a ses proches. Comme les essuie-glaces, ils lui permettent d'avancer même s'il n'arrête pas la pluie. Tout ce que je peux que l'apporter du 20 août jusqu'à aujourd'hui, c'était que mon moral, mon soutien de l'assister. J'ai beaucoup préparé aussi ma fille dès le premier temps que les gens de l'hôpital gynéco voulaient nous traumatiser. L'heure de Dieu a sonné dans la villa. Implorer la miséricorde divine et les hommes. Certes, l'espoir de retrouver un jour son enfant fait tenir la jeune fille de 18 ans. Mais pas question de lâcher prise. La première dame, pardon, qu'elle prenne mon enfant à cette magistrat-là. Quand Dieu va frapper sa main sur la table,
Je pense qu'on viendra en ce moment-là remettre l'enfant de Vanessa. Il en faudra certainement plus pour assécher les larmes de Vanessa Tchatchou. Au-delà de l'enquête dont on attend toujours les résultats, cette grosse goutte de larmes, c'est pathétique chez Tabine. C'est les larmes, c'est une larme de mère, c'est les larmes de toutes les mères. Et ça traduit l'attente, je suppose, de l'ensemble de la communauté nationale, parce que je serais très étonnée qu'il y ait quelqu'un qui dise qu'il ne souhaite pas voir le dénouement de cette affaire et une sentence qui soit indiscutable, qu'on nous démontre clairement ce qui s'est passé avec cet enfant et qu'on lève complètement les doutes. L'image de la semaine nous conduit dans la région du Sud. On va peut-être la prendre sans transition, ça dépendra de la réalisation. Eh bien, la voilà, l'image que nous avons sélectionnée pour vous cette semaine. Nous sommes dans la région du Sud, la région sud du pays, qui court le risque de connaître les dégâts de la famine et pour cause de la destruction de la production et de son couvert végétal par des chenilles, comme vous les voyez à l'écran. Deux départements sont particulièrement touchés, le Dja et l'Obo et l'Anvila. Les chenilles n'épargnent rien. Ça craint. Il est comme ça, ça craint. Non, les chenilles, mais si on doit... Elles sont de retour. Elles sont de retour, c'est vrai, mais vous savez, on est entré dans un programme Horizon 2035, un ministre de l'Agriculture et autres, qui a quand même beaucoup d'argent et beaucoup d'idées. Il aurait pu... Je crois qu'il est sur le terrain. Il est sur le terrain, justement. Il est descendu je crois qu'il sur le terrain. peut mieux adresser ça que beaucoup d'autres personnes. Il faut faire quelque chose, il faut passer aux actes, il faut prendre des décisions. Le ministre y allait avec, dit-on, des insecticides et plein d'autres choses. Éric Oui, je voudrais dire quand même rapidement que le ministre est un spécialiste de l'agriculture. C'est bien qu'il soit aux affaires en ce moment dans son domaine où nous le connaissons comme homme réussi. Maintenant, les chenilles, ce n'est pas juste dans cette région. Hein. Pas loin de Yaoundé, où j'habite, il y a des chenilles pareilles. Puis surtout, c'est bien cette réaction d'être descendu sur le terrain au moins. Oui, bien sûr. C'est rassurant. Bien sûr, il faut prendre le pouls chaque fois qu'une situation comme celle-là se pose. Et surtout, décider en temps réel. Hein, parce qu'il faut absolument une action efficace. C'est un problème phytosanitaire. Il va falloir absolument qu'on protège ces populations de la famine. Dominique Bassi, pas forcément protéger uniquement. C'est pas encore une catastrophe naturelle, mais bon, c'est tout comme. Pas encore. Les populations du Sud, nous aussi, parce que ce que nous consommons à Yaoundé vient du Sud, vient d'autres régions. Et donc, c'est nous tous qui nous sentons concernés pour que rapidement le gouvernement trouve une solution appropriée à ce phénomène. L'émission est terminée. Je vous remercie à la maison d'avoir regardé. Je vous remercie tous les 5 d'être venus dans nos studios de Yaoundé pour cette émission en direct. Je voudrais remercier sincèrement la communauté camerounaise d'Éthiopie. Ils ont constitué, les Camerounais d'Éthiopie, un fan club autour de cette émission et la regardent pratiquement tous les dimanches. Un salut particulier au chef de la mission diplomatique camerounaise en Éthiopie. Merci. On se retrouve dimanche. Je serai là avec d'autres invités, probablement avec le même plaisir. Au revoir. Justement, il est descendu je crois sur le terrain. Peut mieux adresser ça que beaucoup d'autres personnes. Il faut faire quelque chose, il faut passer aux actes, il faut prendre des décisions. Le ministre y allait avec, dit-on, des insecticides et plein d'autres choses. Éric Oui, je voudrais dire quand même rapidement que le ministre est un spécialiste de l'agriculture. C'est bien qu'il soit aux affaires en ce moment dans son domaine où nous le connaissons comme homme réussi. Maintenant, les chenilles, ce n'est pas juste dans cette région. Hein. Pas loin de Yaoundé, où j'habite, il y a des chenilles pareilles.
que surtout, c'est bien cette réaction d'être descendu sur le terrain au moins. Oui, bien sûr. C'est rassurant. Bien sûr, il faut prendre le pouls chaque fois qu'une situation comme celle-là se pose. Et surtout, décider en temps réel. Hein, parce qu'il faut absolument une action efficace. C'est un problème phytosanitaire. Il va falloir absolument qu'on protège ces populations de la famine. Dominique Bassi, pas forcément protéger uniquement. C'est pas encore une catastrophe naturelle, mais bon, c'est tout comme. Pas encore. Les populations du Sud, nous aussi, parce que ce que nous consommons à Yaoundé vient du Sud, vient d'autres régions. Et donc, c'est nous tous qui nous sentons concernés pour que rapidement le gouvernement trouve une solution appropriée à ce phénomène. L'émission est terminée. Je vous remercie à la maison d'avoir regardé. Je vous remercie tous les 5 d'être venus dans nos studios de Yaoundé pour cette émission en direct. Je voudrais remercier sincèrement la communauté camerounaise d'Éthiopie. Ils ont constitué, les Camerounais d'Éthiopie, un fan club autour de cette émission et la regardent pratiquement tous les dimanches. Un salut particulier au chef de la mission diplomatique camerounaise en Éthiopie. Merci. On se retrouve dimanche. Je serai là avec d'autres invités, probablement avec le même plaisir. Au revoir.